C'est souvent par la mariée que l'idée arrive, parce que c'est souvent une personne qui aime la lecture, ou en tout cas la notion de trace écrite. Pas forcément une grande lectrice, mais quelqu'un qui est habitué qui a envie de laisser une trace, et puis qui pense aussi peut-être à la trace qu'elle laissera à ses enfants. J'ai entendu il y a 15 jours un de mes mariés me dire, tu sais, il est sur la table du salon, le livre, donc concrètement il y a l'objet. Il me dit, j'avais une demi-heure à tuer entre midi et 2 parce que j'étais en avance sur le timing. J'ai pris le livre, j'ai lu 3 chapitres, j'ai pleuré. et il me dit, et je me suis en l'espace d'une demi-heure replongée dans ma journée de mariage. Je pense que lorsque on se rencontre la première fois, voilà, s'ils n'apprécient pas ma façon d'être, c'est prétentieux ce que je dis, mais voilà, si on rentre pas en relation, on n'ira pas loin. J'ai vraiment besoin qu'ils plongent avec moi, enfin moi de plonger avec eux, mais c'est énorme, donc c'est un échange, vraiment. Jour J, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage passionnés comme l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Vous qui écoutez ce podcast, vous avez sûrement déjà assisté à un ou plusieurs mariages dans votre vie. Lorsque l'on assiste à un tel événement, on peut avoir l'occasion de croiser un photographe, un fleuriste, un traiteur, mais il est rare que l'on croise un écrivain. Une personne qui va mettre sur papier l'ambiance du jour, le caractère des mariés, les anecdotes des préparatifs ou encore les connexions entre les invités. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir d'inviter Isabelle Piriou. Isabelle est écrivain d'événements. Elle propose aux futurs mariés de mettre à l'écrit l'histoire des 2 personnes qui vont être les personnages principaux de la journée. Sous la forme d'un livre, de manière personnalisée, elle va pouvoir offrir aux personnes qui la sollicitent une trace indélébile de leur histoire. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son processus de création et comment Isabelle va chercher les informations pour construire son récit. Vous allez savoir de quelle manière elle intervient sur un mariage, comment elle aborde les invités et de quelle manière elle collabore avec d'autres professionnels du mariage pour compléter sa création. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Isabelle Piriou. Bonjour Mathieu Vitra. Comment ça va ? Ça va très très bien quand il s'agit de parler de ma prestation, ça va toujours très bien. Très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Jour J. C'est vrai que tu exerces une activité qu'on n'a pas spécialement l'habitude de côtoyer sur un mariage. On n'a pas spécialement effectivement connaissance de l'existence de cette activité parce que c'est assez rare, hein, je pense qu'il faut bien le dire. Je ne sais pas si tu as des statistiques ou un nombre de personnes qui fait ton activité, mais en tout cas, moi, je n'avais pas spécialement connaissance de tout ça. Donc, on va parler un petit peu de toute cette activité puisque tu es écrivain pour les événements. Ouais. Donc, on va parler de tout ça. Mais juste avant de développer, je vais te demander un petit exercice qui n'est pas évident, mais que je demande à tous mes invités. C'est de faire une petite présentation de toi. Alors, je vais te la faire toute petite. Moi, je suis Isabelle. Je suis sur la région de Bordeaux, sur Bordeaux. J'ai vécu beaucoup d'années avant en Afrique et sous d'autres latitudes, mais je me suis posée sur Bordeaux et j'ai un peu plus de 50 ans. Ça paraît complètement anecdotique de l'annoncer comme ça, mais tu vas voir, ce n'est pas du tout anecdotique. J'ai créé donc cette activité effectivement en 2020, mais elle avait germé dès 2018. Lors d'un reportage que j'avais vu sur France 2 à l'époque, d'une jeune femme qui avait créé un concept que je ne connaissais pas, comme tu dis, quelque chose de très rare, qui était complètement novateur. Je m'étais mise en relation avec cette personne qui a été extraordinaire, qui m'a ouvert grand sa porte et qui a partagé son expérience. Et donc, à l'époque, je travaillais, je suis psychologue donc de métier, j'étais salariée et j'avais gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et en 2019, les 50e rugissants sont arrivés. J'ai vu ça comme une deadline. Je me suis dit que j'avais
très, très envie de faire une activité qui me ressemble et que c'était maintenant ou jamais. Et voilà, donc pour sortir vivante de ma deadline, j'ai remis en place ce projet, cette envie. Et j'ai testé ce projet en 2019, donc c'était vraiment l'année de tous les dangers. Et les retours que j'en ai eus m'ont galvanisée. Donc j'ai créé cette entreprise, mon entreprise, en 2020. L'année où les mariages se sont faits plus que denrées rares, donc c'était pas très très évident. Mais voilà, donc le parcours, il a été une reconversion en fait, pas totale parce que je pense que ma formation de psychologue influe beaucoup sur ce que je fais de mes prestations. Ah oui, 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 effectivement, le fait d'écouter les gens, le fait d'être à leur côté, doit être une part, évidemment, Voilà. importante du travail que tu fais avec eux pour justement avec les mariés en tout cas, puisque effectivement on va parler du mariage. Tu dans ton activité, tu ne fais pas que, des récits pour les mariages. Si tu veux en parler, il y a aucun problème si tu veux développer là-dessus. C'est vrai que c'est un podcast qui est spécialisé sur le mariage, mais le fait que tu aies ce parcours de psychologue fait que tu as cette écoute, cette proximité et ce besoin de connaître évidemment la personnalité des personnes qui te sollicitent. Voilà, et c'était ma grande peur justement quand j'ai créé enfin quand je suis allée plus loin dans mon projet, c'était de plagier, et de parodier un petit peu la seule personne que je connaissais qui faisait cette prestation en France. En fait, tu me demandais tout à l'heure si j'avais des statistiques, il y a très peu de personnes, qui le font sous cette forme-là. C'est-à-dire l'idée c'est donc d'assister au mariage et de le compter après avoir vu, pardon, et après avoir rencontré longuement les mariés. Et cette idée donc comme à l'instar d'un photographe en fait, de ce que vous faites, de suivre tout au long d'une journée les mariés. Ce concept-là n'existait pas ou existe très peu. Et ma grande peur, c'était donc de faire de la copie pure et de ne pas savoir mettre cette patte et de ne pas avoir une originalité. Et je crois qu'effectivement, ma formation de psychologue me permet cette entrée en relation qui m'est propre, de la création d'un lien qui est assez intime et qui du coup fait que je mets beaucoup de moi en fait dans les rencontres et beaucoup de moi du coup aussi dans les récits. Et finalement, je crois que ma différence, je l'ai trouvée un petit peu. Mmh. Tu as eu un modèle? Tu parlais d'une personne Oui, qui t'avait un peu inspiré. oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, cette jeune femme, c'est Léonie Place, et c'est donc celle qui a été filmée et suivie par France 2 sur cette prestation, qui était vraiment complètement novatrice dans la wedding sphere. Elle était à l'époque dans le Morbihan, mais je l'ai vraiment vue, c'est le hasard d'un reportage télévisé aux informations du 13h, un 13h sur France 2. Et j'ai tilté, j'ai dit, elle a eu une idée incroyable, c'est une jeune journaliste. Et très vite, je me suis mise en relation avec elle, mais sans penser que j'allais forcément créer quelque chose autour. J'ai trouvé génial et j'ai voulu lui faire écho à ce que j'avais ressenti. Et elle a eu un accueil absolument formidable et elle m'a répondu très vite en me disant, mais on peut échanger sur mon concept. Et on est resté du coup en lien. À l'époque, j'avais peur qu'elle se sente aussi un petit peu épiée. Enfin, je ne savais pas comment elle allait le percevoir, mais c'est quelqu'un de très naturel. C'est une simplicité extraordinaire. Depuis, elle est partie sur Lyon. Son entreprise Scribeuse a vraiment beaucoup évolué. Elle est associée maintenant avec son conjoint. Et c'est un couple formidable et qui m'a toujours suivie, sans être intrusive non plus, mais en référence, et à qui j'ai pu demander des conseils, alors sans qu'elle a toujours eu peur, elle aussi, justement, de mettre trop sa patte et que je me sente pas moi-même. Donc, elle a toujours fait en sorte que je m'exprime vraiment individuellement. Mais elle est là, elle est là tout le temps et elle est là dans ma tête. Et je la remercierai jamais assez parce que cette idée-là, c'est la sienne. Elle a été, je pense, reprise par d'autres personnes, mais voilà. Et ma crainte, c'était vraiment de faire un vague copier-coller et je voulais pas. Je pense qu'évidemment, c'est un concept qui est tellement novateur, tellement spécial qu'il y a quand même une grosse inspiration de sa part. Mais voilà, j'espère avoir mis un petit peu ma patte, c'est ce qu'elle a l'air de dire aussi. Donc, ça me rassure. Comme tu le dis, effectivement, quand on a
des personnes qui nous inspirent comme ça et surtout à l'écrit. Moi, je le vois modestement quand je rédige certains articles sur Ouais. mon blog ou rien que sur ma page de vente de mon site. On a tendance parfois à s'inspirer Mmh. et vouloir effectivement mettre les bonnes phrases, la bonne formule, le style qui est effectivement le plus percutant possible. Et il arrive certaines fois qu'on a aussi cette inspiration pour les photographes aussi. On est inspiré par certaines photos qui ont été faites auparavant, mais on va pas aller jusqu'au plagiat, tout simplement Ouais. parce que même si on fait le même cadrage, même si on fait à peu près le même traitement de l'image ou les poses ou une recherche particulière, ça va pas être évidemment considéré comme du plagiat. Voilà. À l'écrit, c'est différent. C'est 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 Euh, c'est terrorisant. Alors, elle a un style, elle a un merveilleux style. Je n'en ai pas moi, je n'ai du tout la prétention. Elle a un style un petit peu journalistique, un petit peu enlevé. Elle écrit comme elle parle d'ailleurs et très naturel. Voilà, je pense qu'elle se diffère. Je me différencie d'elle aussi par rapport à ça, ou elle se différencie non plus. Enfin, comment dire. En tout cas, voilà, là pour le coup, c'était pas. J'ai pas eu l'impression de trop copier. Et puis, en fait, la différence se fait, je pense, réellement sur la rencontre, parce que par définition, la rencontre que je fais avec les mariés n'est pas du tout la même qu'elle fait avec les autres mariés. Enfin, on a une façon de rentrer en relation complètement différente. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, l'essence du récit, elle vient de là. Elle vient de ce qu'on a récupéré comme élément et ce que l'on a construit comme lien avec les mariés et comment on rentre en relation avec eux. Et je pense que c'est de là que l'écriture aussi peut différer. J'espère, mais je pense. Alors justement, la transition, elle est toute faite. C'est vrai que c'est une approche particulière, c'est un travail en amont. Oui. Moi, de mon côté, avant effectivement d'intervenir sur le mariage, je fais plusieurs rendez-vous. Toi aussi, ça va être le cas pour justement apprendre à les connaître leur histoire, leur personnalité, voir s'il y a une certaine aussi peut-être complicité qui va se créer, parce qu'il faut aussi qu'ils se livrent un petit peu. Énorme. Explique-moi un petit peu le processus à partir du moment où ils te contactent. Voilà, donc on a un premier contact souvent par écrit, par mail, mais très rapidement on passe en mode téléphone et on est en direct pour expliquer un petit peu comment je vais procéder, comment ça, le processus pour l'écriture, mais surtout on se rencontre très très rapidement. On a un premier entretien d'environ 3 heures que je tiens à avoir autour de leur histoire d'amour, tout simplement. Là, on plonge dans leur intimité, ils m'ouvrent vraiment les portes de leur histoire personnelle. Donc, en général, on aime bien raconter, ce sont des belles choses, donc on aime bien raconter son histoire, et quand c'est une histoire d'amour encore plus. Donc, ils m'ouvrent les portes de leur intimité, on échange sur leur rencontre, on va vraiment brosser large, hein, on va partir de leur rencontre jusqu'au projet de mariage, en passant par la demande en mariage, c'est toujours des moments extraordinaires. On rit, on pleure, hein, mais on rentre assez vite dans le sujet. Et puis ensuite, on va parler, on va brosser largement, mais de leur personnalité. On va parler de leur environnement familial, de leurs valeurs, de leurs passions communes, de ce qui fait l'essence de leur histoire, de comment ils ont construit leur histoire d'amour. Et puis très souvent, on arrive au bout de 3 heures, on se rend compte qu'on n'a pas du tout abordé tous les points qu'on avait prévus. Donc, on se revoit pour une deuxième session qui dure bien souvent aussi 2-3 heures, où là, on parle souvent plus concrètement du mariage, de son déroulé, du thème, de où il va se passer, des prestataires qui seront sur les lieux, des personnes incontournables. Voilà, il nous donne des éléments peut-être un petit peu plus concrets. Et puis, on revient aussi sur « Ah, j'ai oublié de te dire la dernière fois que tu es venue, mais il y a quelque chose d'hyper important qu'il faut que tu saches, Isabelle. » Donc, voilà, on approfondit aussi. Et en général, sur ces 2 entretiens, on arrive à être. Je sors de là, j'ai une montagne de trésors en fait. J'ai beaucoup de matière et c'est le point de départ de l'histoire parce que le lien il va être en confiance. C'est là où on va se rencontrer réellement. En général, on démarre en se vouvoyant, au bout d'une demi-heure, on se tutoie. Et puis c'est là où on tisse ce lien de confiance qui est primordial. Parce que sans lui, j'avancerai pas. Ce qui fait que quand on se retrouve le jour J,
on a déjà une histoire commune. On se suit avant le jour J, je les ai du coup par mail, on se textote. Alors j'écris donc facilement, je textote facilement, je mail facilement, donc on échange beaucoup. Et aussi depuis quelque temps, je trouve intéressant j'ai mis en place une prise de contact avec leurs personnes les plus proches, c'est-à-dire les témoins, c'est-à-dire les gens un peu clés, les personnes satellites proches qui seront sur le mariage, parce que le mariage, ça va, tu le sais mieux que moi, très très vite, et c'est une journée qui passe à la vitesse d'une étoile, comme je dis, et résultat, j'ai pas forcément le temps de voir tout le monde, et ces gens-là, ils sont incontournables. Donc souvent, je prends contact avec eux avant, on échange, on s'appelle quelques minutes pour qu'ils sachent ce que je fais, voilà, pour qu'on se connaisse. Et comme ça, dès aussi avant le mariage, ils vont aussi me parler de leur lien avec le marié, la mariée, si c'est la sœur, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans leur histoire. On peut aller assez loin. Comme ça, lorsqu'on va se rencontrer, le décor est bien planté et je ne suis pas intrusive. Ils savent, je fais partie de l'histoire aussi. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Isabelle Piriou. Tu dis t'es pas intrusive, mais c'est vrai que c'est le risque de. Oui. Je vais faire beaucoup de liens avec la photo, ce que je fais pas spécialement sur d'autres podcasts avec d'autres professionnels du mariage que je rencontre, parce que ce côté intrusif, effectivement, avec les invités avec lesquels on n'a pas spécialement la même expérience, parce que moi aussi j'ai des rendez-vous avant le jour J, et ça fait que, comme tu le dis, on a un début d'histoire commune, et le fait qu'on se connaisse va débloquer certaines choses, va faire tomber quelques barrières. Et avec les invités, le fait de voir quelqu'un arriver avec un appareil assez proche des personnes, ça va peut-être créer certaines fois une certaine peur. Et le fait que pas peur, mais en tout cas une certaine crainte. On se retient un petit peu, en tout cas. Et le fait que tu viennes voir les invités, alors tu as une approche particulière, et ils savent effectivement qu'il y a un certain objectif bienveillant de toute façon, mais c'est vrai que de se livrer à une personne qu'on connaît pas, c'est quelque chose qui est effectivement pas naturel. Comment tu arrives justement à faire tomber les barrières assez rapidement, et pouvoir montrer aux personnes que tu n'as pas d'armes, que tu n'as pas d'objectif malveillant. Comment ça se passe, ça ? Alors, en fait, le parallèle avec le photographe, il est énorme. Hein. Il est vraiment là en permanence, parce que je pense vraiment, juste une parenthèse, mes mots complètent vos images, et c'est énorme. On va en parler un petit peu de ta collaboration. Ça, c'est fou. Alors, toi, quand tu arrives sur un mariage, tu as ton appareil photo et ils t'identifient. Moi, ils ne comprennent strictement rien de ce que je fais, parce qu'ils voient quelqu'un qui arrive avec des notes. J'ai un mini dictaphone qui se voit à peine. J'ai des notes et un stylo. Enfin, j'écris. Et lors des mariages, les gens me regardent en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle est au cœur de l'événement ? Parce que je suis auprès du marié, auprès du photographe, je discute avec une maman, je discute avec un témoin. Donc, mais leur curiosité est aiguisée, et je les vois bien qui me suivent, qui comprennent pas ce que je fais. Et la plupart du temps, quand je sens ce regard, je vais les voir, je leur explique, voilà, je fais le récit de mariage de nos mariés du jour, et je viendrai vous voir quand vous en aurez envie, si vous en avez envie, pour partager avec vous une impression, un souvenir, une anecdote, quelques mots que vous avez envie de laisser dans l'histoire que je vais écrire pour les mariés. Et je leur dis, mais je vous demande pas maintenant, vous avez le droit de réfléchir, puis si vous avez rien envie de me dire, vous me dites rien, mais s'il y a quelque chose qui vous vient, vous me faites juste signe. Et c'est extraordinaire, parce que du coup, je vais pas vers eux réellement, je rebondis sur leur regard un peu curieux, et en fait, ils ont qu'une envie, c'est me raconter des tas de choses, parce que quand on se croise, il faudra que je vous raconte un truc, il m'est venu dans l'après-midi une idée, un souvenir avec Gérald extraordinaire, enfin, et au moment du cocktail, où souvent je suis un peu plus libre et où je me déambule entre deux coupettes, enfin pas les miennes, mais ceux qu'ils ont, entre les petits groupes, et finalement, ils sont, à chaque fois, j'y vais vraiment en mode petite souris, non, je suis désolée, je vous interromps, mais non, au contraire, venez. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'ait refusé quelques mots, qui m'ait dit, non, j'ai rien à vous dire, moi. Ils sont tellement heureux. Alors, je passe par tous les stades. Ça peut être de la rigolade, c'est même des histoires plus ou moins graveleuses et rigolotes, des témoins ou du marié qui ont des choses. Je raconte pas tout. Des dossiers. Ah ouais, des dossiers, ils en ont à m'en livrer, et ils sont trop contents.
comme une grand-mère qui a aussi sa larme à l'œil et qui va me confier des émotions plus nostalgiques. Et voilà, et je suis obligée de m'extirper à chaque fois en disant je suis désolée, il faut que je vous abandonne parce que j'ai du monde à voir, parce que je les arrête pas, parce que quand tonton Jean est parti à fond dans ses souvenirs de la petite quand elle était, de la mariée quand elle était petite, enfin je peux pas l'arrêter tonton Jean, donc la coupette aidant en plus, c'est toujours difficile. Mais voilà, c'est vrai qu'ils m'identifient pas, c'est vrai qu'ils comprennent pas ce que je fais, mais comme je vais assez rapidement leur dire avec des mots voilà très simples, et parce que ma venue est toute simple, ce que je viens faire, et c'est une façon pour eux de laisser une trace peut-être plus facile que dans un livre d'or. Un livre d'or, c'est bien, mais il faut prendre un stylo. Souvent, c'est à la fin de la journée ou de la soirée. On est plus ou moins apte à écrire quelques mots. La barrière de l'écrit se fait aussi, alors que là, oralement, confier un souvenir, confier une anecdote, une impression, quand on rebondit dans un petit entretien informel, c'est beaucoup plus facile. Et de la même façon, ils laissent leurs traces et moi, je les cite intégralement et fidèlement dans le récit. Et du coup, c'est finalement beaucoup plus facile que ce que je croyais. J'avais cette crainte-là. Non, mais ça se comprend, effectivement, c'est quelque chose qui est assez peu commun. Quel va être le profil de mariés qui vont faire appel à toi? Il va y avoir effectivement des personnes s'ils font appel à toi, ça veut dire qu'ils sont effectivement assez ouverts et ils vont te donner une autorisation à pouvoir mettre leur histoire sur papier et pouvoir potentiellement laisser une ouverture pour pouvoir recevoir des questions qui sont du domaine effectivement du personnel, parfois de l'intime. Quels sont les profils de mariés qui vont venir vers toi? C'est souvent la mariée. C'est souvent par la mariée que l'idée arrive, parce que c'est souvent une personne qui aime la lecture, ou en tout cas la notion de trace écrite. Pas forcément une grande lectrice, mais quelqu'un qui est habitué qui a envie de laisser une trace, et puis qui pense aussi peut-être à la trace qu'elle laissera à ses enfants, puisque évidemment ce livre il peut être transmis. C'est souvent par ce biais que je rentre, par la notion de l'envie de laisser un souvenir, l'envie de laisser une trace de cette journée qu'il prépare, mais souvent la mariée est archi impliquée dans les préparatifs. C'est des préparatifs qui sont aussi bien longs, qui sont coûteux, qui sont hyper investis, et puis une journée qui va passer à la vitesse grand V et dont ils n'auront pas tous les souvenirs, qu'ils ne verront pas intégralement, pour laquelle ils sont dans une bulle et ils perçoivent pas. Alors c'est un vrai tsunami émotionnel, mais à la fin de la journée ils sortent rincés, mais ils n'ont pas tout vu et ils n'ont pas profité de tout. Donc c'est souvent la mariée qui a cette idée et qui me dit, et je l'ai très régulièrement, je vais en parler à mon mari, je vais voir ce que ça donne. Et lors du premier entretien, le dernier en date auquel je pense qu'il va avoir lieu dans quelques jours, mais les entretiens ont eu lieu, il est arrivé, on avait un rendez-vous dans le jardin, il était un peu en retrait, avec ses lunettes de soleil, il a laissé sa future épouse parler, rentrer en relation avec moi, je l'avais avec moi, on l'a introduit dans la conversation, mais on sentait qu'il était en retrait. Et puis finalement, bon, je me suis débrouillée pour le faire rentrer en plus sur le ton de la rigolade. Et il est rentré en plaisantant dans la conversation. Et après, elle n'arrivait plus à récupérer la parole, parce que c'est lui qui parlait de leur rencontre, de la demande en mariage, avec des confessions très intimes. Et voilà, mais on l'a fait avec légèreté. Et très souvent, finalement, le duo se forme après, mais au départ, c'est pas le marié, très honnêtement. J'ai un exemple d'un marié qui, l'épouse, la future épouse, a fait la surprise à son mari de faire ce récit. Elle ne lui avait pas dit. Donc moi, là, c'est un petit peu différent, parce que je n'ai pas eu c'est un mariage que j'ai fait a posteriori, je t'en parlerai peut-être plus tard. Mais en attendant, elle m'avait dit, j'ai peur parce qu'il ne lit pas. Et quand elle lui a offert le livre, il l'a ouvert, il s'est jeté sur les photos, puisque ce sont je l'illustre avec vos photos de photographe officiel, hein. Et il a dit, bon, ouf, il y a des photos. Il faisait 119 pages le livre. Et elle a tremblé. Elle m'a dit, ça va être une catastrophe, il va jamais vouloir le lire. Et figure-toi que non seulement il le lit, mais encore hier, sur ma page Facebook, il me donnait son regard et il l'a lu jusqu'au bout. Mais quand c'est sa propre histoire, c'est déjà beaucoup plus facile. Et
Voilà. Donc bon, mais voilà, le profil, c'est davantage une personne qui va avoir cette idée de transmission aussi, de laisser une trace, d'un souvenir comme le sont vos photos et vos vidéos en fait. Mmh. Oui, oui, c'est vrai, ça allait être ma question d'après, mais tu y as répondu. Le type de recherche, enfin, ce que vont rechercher effectivement les mariés, ça va être notamment de laisser une trace. Et c'est beaucoup plus que d'avoir juste un souvenir à feuilleter de temps en temps. Ça va être vraiment laisser, laisser une trace aux générations à Et venir, oui, un peu comme les photos. Mais c'est vrai que le fait de oui, pouvoir laisser cette trace sous cette forme-là, ouais, on le sait, hein, de toute façon, regarder un film et lire un livre, peu importe les histoires, on vit pas les choses de la même façon. voilà. On a un imaginaire qui travaille de manière différente. Et puis, pour une personne qui lit une histoire, qu'elle la connaisse ou pas, il va y avoir un mécanisme mental qui va être Il assez faut. différent, quoi. Ouais, qui est puissant et rien n'est plus beau que quand j'ai entendu il y a 15 jours un de mes mariés me dire, tu sais, il est sur la table du salon, le livre, donc concrètement il y a l'objet. Il me dit, j'avais une demi-heure à tuer entre midi et deux parce que j'étais en avance sur le timing. J'ai pris le livre, j'ai lu 3 chapitres, j'ai pleuré et il me dit, et je me suis en l'espace d'une demi-heure replongée dans ma journée de mariage qui a eu lieu il y a bientôt 1 an. Et il me dit, c'est fabuleux. Et il m'en mettait la chair de poule en m'expliquant ça parce qu'effectivement, il m'a dit, mais c'est une puissance fabuleuse. Ces mots m'ont permis de me replonger. Les photos, c'est énorme aussi. C'est vraiment complémentaire. L'un ne remplacera pas l'autre, mais la puissance des mots. Et puis, ce livre, il va circuler dans la famille. Alors, effectivement, il peut être transmis à des enfants, mais ce couple-là auquel je pense me raconte que le livre, il n'arrive plus à le trouver parce qu'il y a Tati Nanou qui a demandé le livre, et puis il y a papa et maman qui l'ont demandé aussi. Puis ce livre, il fait le tour de la famille. Et la dernière mariée en date, elle fait en plusieurs exemplaires pour l'offrir à des grands-parents, pour l'offrir à des parents. Et c'est pas mal parce que c'est dans la bibliothèque, mais c'est l'histoire familiale et c'est une trace aussi. Donc voilà, je crois que c'est très important. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Isabelle Piriou. Ouais. Ouais, alors c'est détaillé hein, sur ton site. J'invite tout le monde à aller sur le site isabellepiriou.fr. De toute façon, le lien est dans la description de ce podcast. À partir du moment où tu as effectivement finalisé tout ton récit, tu vas faire appel à un imprimeur pour pouvoir effectivement créer le produit fini et pouvoir le mettre à disposition des mariés, mais de la manière dont tu le décris, c'est quelque chose, c'est pas juste quelques paragraphes, c'est quelque chose de très construit, de plusieurs chapitres, c'est quelque chose d'assez massif, quoi. Oui. C'est un travail qui est complet, quoi. C'est ce qui étonne les gens entre l'idée de d'écrire un récit et quand ils l'ont dans les mains. J'ai fait un salon du mariage il y a quelques mois et quand ils l'ont vu, ah oui c'est ça, mais c'est un vrai livre. Et oui, c'est un livre qui avec une couverture rigide qui fait entre 80. À la base, je m'étais dit que je me restreignais sur 70-80 pages. Je crois que c'est le premier qui en fait 70 et quelques même, mais le dernier en fait 119. Donc je me suis jamais retenue d'écrire. Donc c'est un vrai livre avec une couverture rigide dans un format. J'ai 2 types d'ouvrages, soit un livre déjà sympa, format à l'horizontale, à l'italienne, avec un titre et des chapitres que je vais choisir pour eux, donc tout c'est systématiquement différent. L'écriture est complètement réinventée à chaque fois. J'ai pas de schéma type. Je fais pas un chapitre 1 avec la rencontre, chapitre 2 le début du mariage. C'est pas non plus un reportage d'une journée de manière chronologique. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment, alors c'est pas un roman parce que je peux pas prétendre, mais voilà, c'est l'histoire romancée d'amour de ces gens-là à travers la journée de mariage. Mais dans le cadre de mon récit, je vais parler à un moment de la personnalité de la mariée, puis plus tard de son lien avec la témoin. Voilà, c'est une histoire construite, à chaque fois différente, un titre et des chapitres complètement différents. J'ai jamais le même nombre de chapitres. C'est personnalisé à l'extrême.
Et c'est donc, on m'a demandé également d'aller un peu plus loin dans les supports, et donc j'ai un support un peu plus luxueux, avec donc un peu comme un album photo, enfin pas un peu d'ailleurs, complètement comme un album photo, en simili-cuir, voilà, une finition un petit peu plus luxueuse. Mais le premier ouvrage représente déjà un vrai livre, et je cherche mes titres et je cherche mes chapitres, et tout a été réinventé et écrit pour chaque couple. C'est une histoire unique à chaque fois, sans que je Ouais. n'ai de trame, si tu veux. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que, on pourrait se dire, tu as déjà comment dire? Une structure que tu vas, remplir petit à Oui, petit, oui, mais là, c'est non, de la manière dont tu l'expliques, c'est pas le cas. non. Est-ce que tu vas parler un petit peu de ça avec les mariés, pour la personnalisation de la structure, ou alors ils te laissent vraiment carte blanche et de toute façon, c'est pas forcément, négociable puisque c'est comme tous les prestataires de mariage, en fait. Moi, je pense que c'est quand les mariés sollicitent un prestataire, ils doivent, enfin, je pense que c'est mieux comme ça. Ils doivent effectivement le solliciter pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient potentiellement être Ouais. selon leurs demandes. Et là, ça va être le cas. Complètement. Alors en plus, comme ils savent pas, ils n'ont pas de comparaison possible. De référence, ouais. Voilà, il y a aucune référence, donc ils se jettent vraiment dans le grand bain. Ils savent pas ce qui va se passer, et ils m'ont jamais posé la question: «Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre et comment tu vas l'écrire? Comment il va être structuré?» Ils voient, parce que je leur amène toujours des exemples, mais ils voient bien que c'est jamais le même. Non, ils le découvrent, lorsque j'ai fini d'écrire et que j'ai fait ma mise en page, et cetera. Évidemment, ils vont l'avoir dans les mains, ce que j'appelle, enfin, le tapuscrit. Je leur envoie via en dématérialisé, via internet, je leur envoie le tapuscrit, et là c'est extraordinaire en général parce que j'ai des retours dans les secondes qui suivent le moment où ils l'ont ouvert, et là ils découvrent, et s'ils voulaient, je pourrais complètement changer la structure, changer le fil de l'histoire. Ce serait un peu embêté, mais parce que c'est quand même 120 heures de boulot en général, mais non, je le fais pas. Enfin, je n'ai jamais eu cette demande-là. Les rares corrections, c'est parce que j'ai oublié peut-être de parler d'une personne dont ils avaient envie que l'on évoque la présence, ou un prénom peut-être sur lequel j'aurais eu un raté, mais il y a peu de corrections finalement, et ça c'est formidable. Donc je me dis, mais ils n'ont personne, voilà, ils n'ont pas de comparaison possible. Ils naviguent à vue, un peu comme moi aussi, et ils me font une confiance énorme. Et bon, jusque là, en tout cas, j'ai pas eu besoin de revoir la copie, et heureusement, ou alors très très peu, mais ouais, non, pour l'instant pas du tout. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais tu restes sur un récit effectivement, objectif, même si, tu mets un petit peu, ta patte, ton style, lors de la rédaction et du travail sur, peut-être le plan ou, le contenu en tout cas. Est-ce que tu vas avoir, tendance à, comment dire? À un peu, t'interdire ou t'empêcher de mettre, un peu de toi, même si c'est quasiment impossible. Quand on a effectivement un travail de création comme ça, on a forcément, même si on ne le veut pas, on a forcément, tendance à mettre un peu de soi, bah, dans la formulation, dans certains un champ lexical, un vocabulaire particulier, Je est-ce que crois tu as qu'il y a beaucoup de moi. cette notion? Ouais, tu crois qu'il y a beaucoup de toi? Je crois qu'il y a beaucoup de moi. Et j'ai la chance que ça ait fait écho à chaque fois avec mes mariés et les clients. C'est pour ça que je leur montre vraiment avant des exemples de ce que je sais, de ce que j'écris. Parce qu'il faut qu'ils rentrent dans mon univers. Il faut vraiment qu'on se rencontre. Et si on se rencontre, je me dis on doit être un peu en écho les uns les autres, et que ma façon d'être doit leur parler, et inversement. Non, j'avoue que je m'interdis pas vraiment. La distance, je la prends pas vraiment. En plus, je suis vraiment impliquée. Enfin, je suis dans leur histoire, quoi. Je la vis avec eux. Je crois que je verse autant, voire plus de larmes qu'eux, ou je ris autant qu'eux. Et je connais leur mariage sur le bout des doigts, puisque je l'ai sous forme d'enregistrement, de notes. Donc, à la fin de la narration, je le connais à la minute près. Je suis capable de refaire leur mariage qu'ils ont oublié parce que ils reçoivent le récit plus tard. Euh, voilà, non, j'y plonge dedans, et je crois que c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, ma fameuse différence, ma fameuse patte.
mais j'y suis à fond. Et je pense qu'ils me retrouvent aussi, même si je reste le plus fidèle possible à leurs mots, à leurs émotions, à décoder ce qu'ils sont ce jour-là, au ressenti qu'ils vont dégager. Enfin, mais je pense que je suis très présente quand même. Est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui te connaissent très très bien, qui ont lu tes créations et qui voient, ah oui, là, effectivement, là, c'est elle qui a Tous, écrit ça. oui, Toi et tous, ouais. tous. Tout le monde le lit. Enfin, voilà, j'ai beaucoup douté. Enfin, je continue à douter d'ailleurs, toujours un syndrome de l'imposteur qui est un petit peu chevillé et que j'ai un peu de mal à larguer. Donc, j'ai dès le départ demandé à mon environnement. Ils ont tous plongé. Alors, j'ai 2 grandes filles de 22 et 18 ans qui ont eu droit à tous mes récits. J'ai des parents qui lisent mes récits. Et voilà. Et bon, il n'y a pas tortillé. C'est moi. Oui, je pense que c'est ma façon de d'écrire. Que l'on retrouve sur mes publications sur les réseaux sociaux, que l'on retrouve sur le site. Voilà, je tenais à ce que ce soit, c'est authentique, quoi. C'est sincère, c'est dans mon jus à moi. Voilà. Après, on Très aime ou bien. on n'aime pas, mais bon, pour l'instant, j'ai la chance. Mais je pense que lorsque on se rencontre la première fois, voilà, s'ils n'apprécient pas ma façon d'être, c'est prétentieux ce que je dis, mais voilà, si on rentre pas en relation, on n'ira pas loin. Oui, J'ai bien sûr. vraiment besoin qu'ils plongent avec moi, enfin moi de plonger avec eux, mais c'est énorme, donc c'est un échange, vraiment. Oui, 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 bien sûr. Mais non, tu dis que c'est effectivement, ça peut paraître prétentieux, mais c'est vrai que moi c'est pareil. Et il y a beaucoup de photographes qui sont dans le même cas que moi. À partir du moment où le feeling passe pas entre nous, on passe plusieurs heures, parfois 8, 10, 12 heures ensemble pendant une journée. Si le feeling passe pas, la journée peut être longue, hein. Donc effectivement, c'est. Voilà, et toi, tu vas la passer, oui, tu as besoin d'être au cœur de leur événement aussi, et voilà, de faire partie de l'histoire, et moi Hmm, aussi. Moi aussi très beaucoup. bien. Est-ce que dans toutes tes créations, tu as pu avoir, l'idée, ou je vais peut-être te la donner, mais c'est peut-être pas Ah du ouais, tout une bonne idée ouais, en fait, de pouvoir faire un de rassembler certaines parties de tous les mariages que tu as pu faire, de tous les récits que tu as pu écrire, une sorte de best-of et de pouvoir, alors tout en gardant effectivement une certaine anonymat, mais de pouvoir le publier au grand public. Est-ce que ça peut être quelque chose qui est envisageable ou? j'ai jamais eu l'idée, mais je l'adore. Ah, tu vois? Tu vois? Et ben Ah oui, peut-être que ça peut être la ah, naissance de quelque chose. J'y ai c'est pensé effectivement génial. tout à l'heure en préparant ce C'est podcast. génial. Non, alors je le fais de manière anecdotique quand j'en parle de mes récits, pardon, parce qu'effectivement, dans chaque mariage, de chaque récit, je garde des choses uniques et j'ai des vécus extraordinaires à chaque fois différents. Je repensais en préparant notre interview aujourd'hui, je repensais un peu à tous mes mariages. Je me disais bon bah le premier il a eu une place extraordinaire mais complètement différente parce que c'était le premier. Le second j'ai dû pleurer du début à la fin et j'ai encore les mêmes émotions. Le troisième c'était un mariage la demande était complètement exotique pour moi puisque c'était un mariage auquel je n'ai pas assisté, comme on m'a demandé de raconter a posteriori sans l'avoir vécu, donc c'était Ah encore oui. un autre travail, mais qui a été passionnant. Le dernier, c'était un mariage très fastueux, hors cadre, hors norme, avec des budgets de dingue et pour lequel j'ai eu très peur qu'il n'y ait que de l'image et peu de contenu pour moi. Et en fait, ma présence a été chouette aussi et j'en ai sorti des trésors extraordinaires. Le suivant, je l'ai pas encore vécu, mais j'ai déjà un lien avec les mariés qui est fabuleux et c'est à peine si j'ai pas envie de partir après-demain parce qu'elles partent faire le VJF et que j'ai qu'une envie, c'est partir avec elles tellement elles sont extraordinaires. Enfin voilà, donc oui, je pense que je pourrais écrire un best-of comme tu dis et ouais, il faut que je l'ai. Elle est géniale cette idée, j'adore. Alors, on a parlé un petit peu de la collaboration que tu avais avec le photographe, puisque Oui, c'était une sorte d'illustration oui. de tout ton travail. Comment ça va se passer? Est-ce que tu vas demander carte blanche sur le choix des photos pour illustrer le produit fini, ou ça va être effectivement une collaboration étroite avec même peut-être le jour J? C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir à parler de certaines choses dans ton récit et tu vas peut-être faire
une demande au photographe de pouvoir mettre en valeur certaines choses? Comment ça se passe? Ah, c'est génial que tu me poses cette question parce que j'ai découvert ça sur un mariage. Donc, les premiers mariages que j'ai faits, je les ai menés avec le tout premier avec une photographe qui est une amie. Donc, le pas de deux que l'on a fait était assez facile à faire parce qu'on était deux Isabelle d'ailleurs et on se connaît bien et du coup, voilà, nos pas se sont enclenchés, on ne s'est pas gêné. Mais ensuite, j'ai eu très peur que le photographe me voie justement comme un peu le boulet qu'elle allait s'immiscer entre lui et les protagonistes et ces sujets. Et je me suis dit, il va pas du tout apprécier que lui qui fait partie des happy few et dans l'intimité d'une bulle de préparation, par exemple, avoir en plus quelqu'un qui est là, qui va noter. Donc vraiment, dès le départ, je me présente, j'explique vraiment mon optique et surtout que je ne vais surtout pas entraver sa danse à lui et voilà, je vais le laisser, enfin, je vais pas je vais m'inclure, mais le plus discrètement possible. Et ça s'est toujours super bien passé. Mais sur un des mariages, justement, j'ai une photographe qui s'est rendue compte, au tout début du mariage, elle m'a dit, mais tu connais des anecdotes, des choses que je ne connais pas, moi, parce que les mariés ne l'ont pas dit, parce que dans le cadre de leurs entretiens, elle ne savait pas. Et du coup, on a débriefé toutes les deux. Enfin, on s'est mis dans un petit coin et je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux, je sais qu'à tel moment, il y a tante Jeanne qui va arriver avec tel présent, il faut pas que tu la loupes. Ah, je savais pas, mais qui est tante Jeanne? Je sais qu'à tel autre, il va se passer telle chose parce que je suis rentrée dans leur histoire personnelle et intime. Et elle m'a dit, mais c'est génial, vas-y, envoie. Et elle avait aussi des éléments de matière extraordinaire, donc elle s'en est servie. Et là, j'ai dit, c'est vrai quand cette complémentarité, elle est énorme. Et puis la complémentarité, moi, elle m'a sauté aux yeux sur les tout premiers mariages parce que j'ai encore cette anecdote en tête. J'ai une photo à l'issue de la cérémonie religieuse. La maman a attrapé sa fille, évidemment, avec toute l'émotion d'une maman qui vient de marier sa fille. Et sur la photo, on voit les émotions qui débordent et c'est fabuleux. Et dans la seconde qui a suivi, cette maman m'a attrapé, moi j'étais au cœur de ce moment-là, m'a attrapé le bras et m'a dit, Isabelle, il faut que je vous dise. Et là, j'en ai encore des frissons quand je t'en parle. Elle m'a raconter ce qu'elle ressentait réellement, ce qu'elle vivait à l'instant T, vraiment à brûle-pourpoint. J'ai tout noté. Et cette mariée, quand elle avait à la fois dans la photo de sa maman, qui était déjà une photo très poignante, mais qu'en plus, elle a su ce qu'avait dit sa maman, à ce moment-là, elle m'a dit, mais c'est total, quoi. C'est le bonheur suprême. Elle m'a dit, j'ai tout. J'ai les mots et j'ai les images. Et j'ai dit, ben là, il y a vraiment un complément à jouer avec la photo. Et puis j'ai des exemples comme ça, j'en ai des tas. Et quand ce que vous appelez le first look, le moment où les mariés se découvrent, il y a qui? Ouais. Voilà, il y a le marié, la mariée et vous. Et ben j'ai la chance et je me demande si je peux, mais en général on me l'accorde, le bonheur d'être là dans un tout petit trou sous le bosquet et de fixer, d'écrire les mots qu'on a entendus, mon petit lapin ou mon cœur que je t'aime. Mais voilà, ça paraît peut-être un peu guimauve et cucu-concombre, mais c'est génial. Et la larme qui a perlé, et la main qui s'est posée sur un bout de dentelle, enfin, et tout ça, je l'ai écrit. Et quand ils le revivent, alors avec vos photos, ils sont transportés, et quand ils retrouvent ce qu'ils ont vécu à ce moment-là en mots, c'est d'une puissance incroyable. Je me dis qu'il y a une portée énorme. Donc voilà, vraiment le dialogue entre les mots et les images, il est permanent et il est vraiment fort, très fort. Et les photos, pour en venir, pardon, excuse-moi, sur le livre, vas-y. je l'ai choisi donc parmi celles que le photographe va éventuellement me proposer, mais en fait c'est un dialogue avec les mariés aussi, voilà, qui a 3 et non, en général je les propose, c'est rare qu'on me demande de les modifier, mais après voilà, c'est la propriété des mariés, donc c'est entre vous et les mariés que ça se passe. Donc à ce niveau-là, ça se fait assez naturellement, assez simplement. Il n'est pas question, évidemment, que je mette des photos autres que celles du photographe. Et il n'est pas non plus question que je fasse un album photo. C'est pas, voilà, c'est vraiment quelques clichés qui vont illustrer le chapitre. J'en mets plusieurs parce que je repense toujours à mes hommes mariés, mes mariés qui me disent, moi je lis pas, il me faut de l'image. Bon, qui en fait ils lisent tout autant, mais qui sont rassurés parce qu'il y a des images dans le livre. Voilà. Et tout comme je me sers aussi, enfin voilà. Je repense à ce que je disais tout à l'heure. Le photographe va peut-être être guidé par des infos que j'ai. Mais moi de même, le photographe, il va me dire, je sais il va me donner des renseignements et on va se
se promener tous les deux, en fait. C'est une danse à deux, un beau duo qu'on mène toute la journée. C'est très important. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Isabelle Piriou. C'est passionnant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est mal connu, qui est parfois pas connu du tout d'ailleurs. Et je vois, moi qui ai pu avoir la chance d'assister à pas mal de mariages, le fait que tu puisses potentiellement, tu l'as peut-être déjà fait ou c'est peut-être pas le cas, avoir aussi peut-être la possibilité d'apporter ton savoir-faire à certaines personnes. Moi, je vois beaucoup et c'est effectivement une mode ou une tendance depuis des années sur les cérémonies laïques. Les cérémonies laïques, il y a effectivement des officiants qui font ça de manière professionnelle, qui ont effectivement une habitude, mais certaines fois, les mariés sollicite un membre de la famille qui a une aisance particulière au discours, à parler en public comme ça. Mais le fait que toi, tu connaisses effectivement les mariés par les différents rendez-vous que tu peux faire, est-ce qu'on t'a demandé certaines fois de pouvoir potentiellement apporter ton savoir-faire aux officiants du jour, aux officiants de cérémonie laïque, pour justement apporter une certaine patte, un certain phrasé, un certain savoir-faire, une certaine formule pour des personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise avec le verbe, quoi, tout simplement. On m'a souvent dit que je me rapprochais très, très franchement d'un travail d'officiant de cérémonie laïque, puisqu'effectivement, on va avoir la même approche. Comme je dis souvent, l'officiant, il fait, effectivement, on va faire le même travail avant le mariage. Par contre, après le mariage, l'officiant, c'est fini. Et moi, c'est le gros du boulot qui arrive derrière. Mes 120 heures, elles sont derrière. Mais j'ai un mariage au mois de septembre pour lequel l'officiante m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on mène nos entretiens ensemble, puisque ça éviterait aux mariés de répéter leur histoire, de répéter leur rencontre. J'ai dit oui. J'en ai parlé aux mariés. J'ai dit oui sans trop réfléchir. J'ai trouvé l'idée vachement bien. J'ai dit effectivement, d'abord, ils sont pressés par le temps. Ça va économiser quelques heures aussi peut-être et permettre de synthétiser toutes les informations. Et finalement, en leur en parlant, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non parce qu'on ne te dira peut-être pas les mêmes choses. On n'a pas forcément la même approche avec elle qu'avec toi. Non qu'on ne lui dise pas de certaines choses, enfin, on va pas trier, mais on n'aura peut-être pas la même relation. Et ils n'ont pas voulu. Et je suis restée bête parce que j'ai dit mince, moi je croyais que c'était une bonne idée. Et en fait non. Ce qu'ils vont dire, alors on va avoir des ponts entre nous évidemment, on va trouver des tas de choses communes. La déclaration et la demande en mariage, il y en a pas eu 36, il y en a eu qu'une. Mais déjà moi je l'ai pas vécu de la même façon qu'elle l'a reçue, l'officiante. Et finalement je suis sûre que ça sera pas redondant. Je suis sûre que le livre ne racontera pas ce qu'elle a raconté elle dans la cérémonie. C'est là où je me dis qu'on a quand même notre patte. Mais par exemple, tiens, c'est rigolo, il y a 2 jours, la témoin du prochain mariage qui est dans 15 jours m'a appelé en me disant, je suis en train de préparer un quiz, je suis sûre que toi, tu as des dossiers à me donner que je ne connais même pas sur leur vie de couple que je voudrais mettre dans le quiz le soir du mariage. Et je lui ai dit, je vais t'en donner un ou deux, mais je vais peut-être pas t'en donner tant que ça parce que je vais les garder pour mon récit. Donc, je lui ai donné 2 ou 3 pistes qu'elle devait connaître à mon avis aussi. Mais voilà, non, c'est un peu des trésors quand même que j'ai. Et en plus, lorsqu'ils vont les découvrir dans le livre, justement, ils se rappellent même plus qu'ils me l'ont dit. La plupart du temps, nos entretiens sont tellement informels, ils partent dans tous les sens. Et il me dit, mais tu savais ça? Je te l'ai dit. Alors, soit c'est eux qui me l'ont dit, soit c'est un papa qui me l'a confié, mais même ce qu'ils m'ont dit eux, ils s'en souviennent plus. Et puis, je vais le mettre dans le livre. Et là, c'est la larme qui va perler, c'est l'émotion et le nœud dans l'estomac qui se fait, quoi. Donc voilà, je suis proche sans être en fait, c'est tellement personnel. Ce lien est tellement intense et personnel que finalement c'est pas pareil. Enfin, Ouais. c'est pas redondant, c'est pas répétitif. D'accord. Alors, on arrive à la fin de ce podcast déjà. Mais j'ai encore effectivement une ou deux questions parce que c'est vrai que à partir du moment où les futurs mariés te sollicitent, ils vont avoir
une attente particulière, mais c'est vrai que c'est une question que j'aurais peut-être dû te poser dès le début à la présentation. Tu as, est-ce que tu peux me dire les influences que tu as eues par rapport à la littérature de manière générale? Est-ce que tu as une, tu as lu des auteurs qui sont effectivement plutôt classiques ou alors plutôt contemporains? Est-ce que tu as eu une approche particulière, à part effectivement, tu m'as parlé de ton passé effectivement de psychologue, mais est-ce que tu as eu une formation tout simplement, ou alors c'est quelque chose que tu as fait de Un manière peu vraiment intuitivement. autodidacte? Ouais. Oui, un peu intuitivement, pardon. J'ai toujours beaucoup lu, mais de manière, j'ai une culture livresque très générale, très généraliste, pardon. Voilà, je brosse aussi bien des auteurs classiques que je ne faut pas que je les cite, si j'ai le droit de citer, enfin bref, que des autrices actuelles qui voilà, qui se vendent facilement et qui font des livres un peu bonbons et vachement sympas. Non, j'ai beaucoup lu d'ouvrages de psy, donc par mes études et mes 6 années de fac, c'était du lourd. Mais non, après, c'est très, très vaste. J'ai toujours beaucoup écrit, par contre, mais alors ça part de post-it à des listes, à des lettres. J'ai toujours été sollicitée par des amis qui me disaient, bah tiens, je viens de perdre ma grand-mère, est-ce que tu voudrais bien, pour l'église, m'écrire quelques mots qui parlent de ma relation avec elle? Donc j'ai écouté et puis j'ai retranscrit. J'ai fait le discours comme ça aussi de parents de mariés, d'un de mes premiers mariages où les parents m'ont dit, il faut qu'on fasse un discours, on a des tas de choses à dire, mais on ne sait pas trop comment les mettre en forme, est-ce qu'on peut te le raconter? On a parlé pendant 3 heures et j'ai écrit un discours, bon, ils m'ont dit quand ils l'avaient lu qu'ils avaient beaucoup pleuré et ils se sont entraînés à le lire avant le mariage. Et le jour du mariage, ils ont autant pleuré. Et ça a été très, très fort en me disant, bah, c'était chouette que finalement, ce que j'avais écrit, c'est ce qu'ils voulaient dire. Avec leurs mots, j'ai pas mis mes mots, enfin, j'ai choisi des mots qui leur ressemblent et à l'arrivée, ils se sont retrouvés complètement. Donc voilà, j'ai toujours écrit. J'ai eu une amie un jour qui m'a dit, il faut que je fasse une déclaration à mon homme, je sais pas l'écrire, voilà ce que j'ai envie de dire, mais je sais pas comment le faire. Et ben, on l'a écrite ensemble et voilà, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai toujours beaucoup écouté, contrairement à ce que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup donc il n'y a pas que ma formation. Je pense qu'il y a beaucoup de, un peu intuitif quand même, et puis beaucoup de ressenti. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que dans tous les mariages que tu as pu faire, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu assistes au mariage, tu as beaucoup de rendez-vous en amont, mais tu assistes peut-être même peut-être jusqu'à la soirée? Oui, Tu vas alors assez loin? voilà, je peux. Généralement, j'arrête à la fin du cocktail. Bon, le cocktail, c'est l'apothéose parce que c'est là où je croule sous les confidences et sous les anecdotes en tout genre. Donc, je sors de là en général rincée parce que c'est 2 heures, 2 ou 3 heures intensives, 2 heures la plupart du temps. Après, je peux rester jusqu'à l'ouverture de bal, mais c'est peut-être moins évident parce que se promener autour des tables pendant que les gens sont en train de dîner, c'est pas forcément ma place. Alors c'est vrai que je loupe entre guillemets des fois des choses qui se passent pendant la soirée, des moments forts. Il y a encore des tas de temps forts pendant le temps de la soirée, mais je l'ai pas forcément. Je l'ai fait une fois, j'ai récupéré beaucoup d'éléments aussi, c'était intéressant, mais bon, ça peut très bien se clôturer. Mon départ peut se faire à la fin du cocktail, et j'ai déjà beaucoup à écrire, je pense, et voilà, ça s'arrête en général en fin de cocktail. Ouais, tu as déjà beaucoup de matière, ouais, Ouais, j'imagine. j'ai des trésors qui, je te dis, à l'arrivée, j'en ai pour 120, 130, 140 heures de travail, donc c'est un D'accord. c'est important et après je plonge dedans, j'ai toute la retranscription de tous mes entretiens, de mes notes, et puis après on passe à la phase d'écriture, à la mise en forme de tout ça. Voilà. Alors parmi effectivement tous les mariages que tu as pu faire, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y en a un qui est sorti un petit peu du lot, que tu as pu effectivement faire passer des messages autant sur la forme que sur le fond, dont le produit fini est un peu à part pour toi, qui est un peu ton panthéon personnel, on va dire, que tu gardes précieusement, que tu gardes un exemplaire sur ton étagère un peu au-dessus des autres.
Est-ce qu'il y en a Non, un? j'y arrive pas. Non, j'ai vraiment, c'est décevant parce que je raconte, mais non, ils ont tous une part. J'arrive pas à les différencier. Enfin, si, ils sont tous différents justement, mais il y en a pas un plus fort que l'autre. Ils ont tous un pouvoir. Je dis un des derniers que j'ai fait, sur lequel je suis allée en me disant je vais avoir du mal à trouver de la matière. J'ai peur qu'il se soit un mariage beaucoup dans l'image et peu dans les émotions. Et j'avais dit en rigolant, ça va être un mariage Instagram avec un budget fabuleux, mais et finalement la mariée à la fin de la journée, que j'ai quasiment pas quittée d'ailleurs, elle m'a dit mais ta présence a été incroyable d'être à mes côtés, tu m'as rassurée, et tout en étant à ses côtés, j'ai quand même énormément eu d'éléments, et finalement il était beaucoup moins superficiel que je croyais, beaucoup plus savoureux et important. Non, ils ont tous une portée différente. Le fameux mariage sur lequel je peux revenir, dont la demande a été complètement incongrue, puisque c'était mariés qui s'étaient déjà mariés. Donc ils m'ont contacté en me disant voilà, on ne te connaissait pas, mais on aurait aimé que tu racontes notre histoire. C'est un mariage en temps de Covid qui a été bousculé X fois, et ils ont vécu une aventure de dingue avec ce mariage qu'il a fallu revoir. Les grands-parents n'avaient pu assister à l'intégralité du mariage, donc la mariée m'a dit voilà, on voudrait que tu racontes ce mariage. Je dis comment voulez-vous que je le raconte? Je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu, je l'ai pas entendu, j'ai rien. Elle m'a dit on va t'y plonger. Et en plus, elle en faisait la surprise à son mari. Donc j'avais même pas le regard de son mari. J'ai eu son regard à elle. On a passé des heures. Elle m'a raconté son mariage. J'ai eu vos photos, j'ai eu vos vidéos, j'ai eu les témoignages des proches. Alors pas des parents parce que c'était une surprise, mais des témoins, des frères et sœurs. J'ai eu un boulot 10 fois plus important que j'en ai d'habitude. Ça m'a pris un temps fou. Mais voilà, je m'étais dit, je vais jamais m'en sortir, que ce mariage a posteriori, comment je vais le traiter. Et même celui-ci a donné lieu à celui-ci, je crois que j'ai 119 pages au total de narration. Donc il est très puissant, voilà. Non, chaque mariage, c'est ce qu'ils en font en fait quand je livre ce tapuscrit, ou même le livre fini. Moi, voir des mariés qui sont en larmes en me disant écoute, on l'a vécu, on a redécouvert notre mariage grâce à toi, on l'a vécu de manière aussi intense en le lisant, enfin. Et ce qui est génial, c'est que juste après, on continue avec les récits de naissance. Et je te fais une sortie comme ça, voilà. J'ai mes mariés qui ont tellement aimé le récit de mariage qu'ils me font faire, maintenant je suis au 4e récit de naissance, en me disant on veut que nos enfants aussi aient leur propre histoire et que tu la racontes. Donc je me dis que le lien a perduré, et je trouve ça extraordinaire parce que dans leur bibliothèque, il y aura 2 livres. Il y aura plein de livres, mais il y aura le livre de mariage et il y aura le livre de naissance. Voilà. Mais ils sont tous extraordinaires, et comme je dis, chaque moment que l'on vit, ces moments merveilleux de nos existences, ils ont tous besoin d'être, comme je dis, ancrés avec un E et ancrés avec un A, et il faut pas en faire l'économie. Et je trouve les mariés qui ont vécu l'expérience de ces récits de mariage, ils sont dithyrambiques après. On ne peut pas s'en passer. Et les derniers m'ont dit, c'est notre plus beau souvenir de mariage avec nos photos. Ce sont les 2 seules choses qui nous restent réellement de cette journée, et c'est puissant. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Très bien. Oui, c'était un plaisir, Isabelle, de faire cet enregistrement avec toi. On peut te retrouver sur ton site isabellepiriou.fr. On peut te retrouver aussi sur Instagram. Oui, Isabelle Piriou écrivain, et Isabelle Piriou écrivain de vos événements sur Facebook. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, je rêve d'écrire encore tout plein d'histoires, et voilà. Et toutes ces histoires sont merveilleuses à écrire. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Merci Mathieu, au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur le métier d'écrivain d'événements et comment Isabelle Piriou exerce cette activité. Un immense merci à elle d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est particulièrement important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas,
Faites ce que vous aimez ce que vous faites. À bientôt.